plan, vous ajoutez la partie prise en charge. Alors, la définition, c'est bien, mais dans l'épidémiologie, il y a une erreur parce que vous parlez des données de l'EDS de 2017, il faut actualiser. La dernière enquête, en principe, il doit même y avoir une EDS de 2021. Mais la dernière est disponible, c'est celle de 2019. D'accord? Donc, vous prenez les données de l'EDS de 2019. Et vous ne pouvez pas dire que les données de l'EDS parlent d'une certaine prévalence au Sénégal et d'une autre prévalence dans les pays francophones. Non. L'EDS parle des données nationales. C'est une enquête démographique et de santé qui concerne le pays en question. Et maintenant, chaque pays fait son enquête chaque année ou bien tous les 2 ans. Ce que vous pouvez faire, c'est comparer les données du Sénégal aux données des autres pays. J'ai l'impression que vous avez deux références différentes. Une, c'est l'EDS et l'autre, c'est un article. Un article qui a été publié et qui a fait un peu la comparaison des différentes EDS des pays d'Afrique francophone concernant l'anémie. Donc, il faut vraiment faire la part des choses. Ce sont des informations différentes, il faut les distinguer. Dans l'intérêt également, ne dites pas que le traitement dépend de l'étiologie. Oui, le traitement dépend de l'étiologie. Mais avant le traitement étiologique, il faut quand même un traitement symptomatique. Et c'est ce qui sauve la vie des enfants. Si vous recevez un enfant qui fait une anémie aiguë mal tolérée, avant de rechercher l'étiologie, dès que vous le recevez en consultation, vous identifiez l'enfant, vous faites le nécessaire et ce que vous faites rapidement, tout de suite, c'est un traitement symptomatique. S'il était en train de saigner, vous faites un pansement pour arrêter l'hémorragie. S'il est en choc, vous remplissez. Et s'il doit être transfusé, vous transfusez. C'est du symptomatique. Maintenant, l'étiologie vient après. Sinon, si vous ne faites pas le symptomatique, vous n'aurez pas le temps de l'étiologie parce que l'enfant, il va partir. Il ne va pas vous attendre. Donc, ajouter le traitement symptomatique, il est hyper important. Et parfois, il est difficile de confirmer la cause, vous l'avez dit. Quand vous avez un enfant qui présente une aplasie médulaire d'origine acquise, alors ici, dans nos pays, c'est difficile de retrouver l'étiologie parce que les explorations, parfois, ne suivent pas. Quand c'est constitutionnel aussi, c'est pareil. Parfois, on a du mal à faire la différence entre les différentes causes constitutionnelles d'aplasie parce que les choses se ressemblent. Il faut aller à la génétique, il faut aller dans des explorations spécialisées et le plateau technique ne suit pas. La physiopathologie, c'est très bien, vous avez bien expliqué, mais moi, ce que je vous propose vraiment de façon très simple, c'est quand vous faites une physiopathologie, que vous essayez de matérialiser ce que vous dites sous forme d'image. Encore une fois, quand c'est imagé, c'est facile à retenir, c'est facile à comprendre. Vous n'êtes pas obligé d'aller chercher un schéma dans un livre ou sur un article, non. Vous êtes des enseignants, vous êtes des praticiens. Prenez votre stylo ou votre crayon, dessinez, même si c'est un algorithme, vous faites l'algorithme et vous expliquez qu'est-ce qui est à l'origine, qu'est-ce qui va suivre, c'est quoi la conséquence, c'est quoi la cause, ainsi de suite. Donc, quand vous expliquez ces choses-là, vous retenez l'essentiel de ce que vous dites et vous permettez aussi à l'interlocuteur de retenir de façon très simple. Sinon, quand il y a beaucoup de textes, les gens ont du mal à vous suivre parce que quand il y a trop de textes, vous lisez. Et n'oubliez pas que PowerPoint, c'est un support de communication. Ce n'est pas un moyen pour rédiger une leçon. Et si on se limitait aux normes d'enseignement, honnêtement, les diapos seraient irrecevables. Parce qu'il ne doit pas y avoir de phrases, il ne doit pas y avoir de points, il ne doit pas y avoir de verbes. C'est un style télégraphique. Vous mettez les idées et vous les commentez. Vous mettez les idées et vous les commentez. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle hier, je vous ai proposé de rédiger vos leçons sous format Word. Si vous les rédigez, vous aurez la latitude de mettre tout ce que vous voulez. Vous mettez des phrases, vous mettez des exemples, vous mettez même si vous voulez les mémos techniques pour vous permettre de retenir certaines choses. Mais sur PowerPoint, vous mettez juste l'information essentielle et vous commentez à partir de votre texte. Et l'avantage, c'est que ce texte Word-là, c'est un texte fini. Il a les verbes, il a tout. Mais bon, on laisse passer les présentations actuelles, mais bon, ce n'est pas didactique, ce n'est pas de la pédagogie. On ne va pas vous le refuser, hein, mais il faut savoir, si vous devez faire un enseignement en mode PowerPoint, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Ça, on l'accepte entre nous, mais si vous faites ça ailleurs, ça ne passe pas. Il ne faut pas le faire.
Alors, quand vous expliquez les mécanismes, c'est très simple. Les causes sont centrales ou périphériques. La cause centrale, c'est la moelle et son environnement. La moelle, qu'est-ce qu'elle fait? C'est elle qui fabrique. Elle fabrique et produit, je vous ai donné l'exemple hier. Donc, une cause centrale, c'est soit la moelle, soit son environnement. Son environnement, en général, c'est très compliqué. Cela va donner des anomalies qualitatives. Quand vous entendrez les dysérythropoïèses, là, souvent c'est l'environnement. C'est très compliqué, c'est des atteintes qualitatives. Le diagnostic est difficile, la prise en charge, n'en parlons pas. Maintenant, quand c'est la moelle elle-même, la moelle, elle produit. Elle produit les cellules au niveau central et les cellules sortent en périphérie pour faire le nécessaire. Soit elle est malade elle-même, c'est une atteinte primitive de la moelle. Elle est malade par une atteinte intrinsèque, soit génétique, soit acquise, mais c'est la maladie, c'est elle. Ou bien elle est envahie. Elle n'est pas malade, mais il y a des agresseurs qui sont venus d'ailleurs et qui l'ont envahie, qui l'ont étouffée au point qu'elle ne puisse plus faire son travail correctement. D'accord? Et là, ça la rend incapable. Donc, les causes centrales, il faut les aborder comme telles. Alors, si elle est malade, pourquoi elle est malade? Soit elle ne reçoit pas beaucoup de choses, soit elle en reçoit, mais c'est de mauvaise qualité, ou bien elle est complètement incapable, elle ne peut pas. Les causes périphériques, le mécanisme central étant écarté, au niveau périphérique, qu'est-ce qui peut entraîner l'anémie? C'est soit la distribution, l'hémorragie, soit l'hyperdestruction, l'hyperhémolyse, soit les autres causes, inflammation, etc., etc. Donc, si vous comprenez l'approche comme cela, vous allez comprendre vraiment tous les mécanismes qui peuvent être à l'origine d'une anémie chez les enfants. D'accord? Et vous allez maintenant essayer de décrire les symptômes. Quand vous parlez de l'approche diagnostique, ici, le seul piège, c'était de ne pas omettre les nouveau-nés. Parce que quand vous dites diagnostic des anémies chez l'enfant, c'est la pédiatrie. Hein? Donc, lorsque vous allez faire le diagnostic, n'oubliez pas ici, le nouveau-né en fait partie. Même s'il y a un cours qu'on a rajouté qui s'appelle anémie néonatale, dans cette partie-là, on doit sentir tous les âges de la vie. Étant donné qu'on doit sentir tous les âges de la vie, dans les symptômes, parce que quand vous faites un plan diagnostique, il est classique de donner les circonstances de découverte. Qu'est-ce qui nous oriente vers une anémie? Pourquoi dit-on que cet enfant peut probablement présenter une anémie qu'on va devoir explorer? Circonstances de découverte. En général, c'est classique. Soit la découverte se fait de façon médicale, c'est-à-dire c'est un motif de consultation, les parents ont remarqué quelque chose, ils vont à l'hôpital. Soit c'est un motif, mais qui dépasse les limites, c'est une urgence, c'est une complication de la maladie. Et dans nos pays, c'est souvent cela qui arrive. Les parents vont consulter parce que l'enfant ne va pas bien. Ils ont tout essayé, ça ne marche pas, ils sont à bout et ils viennent à l'hôpital. Là, c'est circonstance de découverte complication. Qu'est-ce qui peut être une complication d'une anémie chez l'enfant? Vous me direz que c'est fonction de l'âge. Effectivement, une complication de l'anémie du nouveau-né n'aura pas le même mode de révélation ou bien la même expression qu'une complication de l'anémie du nourrisson ou de l'anémie de l'adolescent. C'est différent. Plus l'enfant il est petit, moins il tolère son anémie aiguë. Plus